Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille avec un immense plaisir depuis le plateau de Gizeh où j'ai enfin pu retourner après 2 ans d'absence. Évidemment, pour ceux qui veulent me rejoindre dans le prochain voyage en avril prochain, rendez-vous dans la description, vous avez le lien avec toutes les infos. Mais pour l'heure, eh bien, dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'enquête liée à l'obélisque d'Assouan avec notre ami Claude qui va poursuivre son enquête, sa démonstration, sa réflexion avant tout, guidée également avec vos questions que vous aviez très gentiment, très tendrement posées lors de la dernière vidéo que nous avions postée sur la chaîne. Avant de se lancer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, je souhaiterais remercier très chaleureusement le sponsor de la chaîne, CyberGhost VPN, que vous êtes très nombreux à présent à connaître. CyberGhost VPN, c'est l'outil parfait pour conserver votre anonymat sur Internet, mais aussi de conserver le caractère privé de toutes les données que l'on peut éventuellement récupérer. Je vais vous dire comment et pourquoi. Lorsqu'on n'a pas de VPN, à chaque clic qu'on fait, tout est enregistré. On se rend rapidement compte que les données sont accessibles à tous et carrément revendues. Mais avec CyberGhost, eh bien, vous pouvez conserver votre anonymat en ligne, comme je vous le disais, impossible que quiconque sache ce qu'on consulte, d'où on se connecte, etc. Bref, on devient un vrai fantôme. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi avoir accès à des contenus qui sont bloqués en se connectant fictivement d'un autre pays, comme par exemple Netflix États-Unis, en se connectant fictivement depuis les États-Unis pour avoir accès à un contenu qui n'est pas accessible en France. Avec CyberGhost, tout est débloqué et ça c'est valable par exemple pour le streaming pour plus de 35 plateformes différentes. Bien entendu, CyberGhost est disponible sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, sur Smart Télé, sur des consoles de jeux et même sur Linux. Et vous pouvez également, pour ceux qui ont un compte familial par exemple, vous connecter avec 7 appareils différents avec un seul compte. Et pour ce qui est de la confiance, il suffit d'aller sur Trustpilot, qui est une référence en la matière, pour voir que CyberGhost obtient presque la note parfaite sur près de 15 000 avis différents. Donc spécialement pour vous qui voyez cette vidéo, dans la description, vous avez le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir accès à une promotion tout à fait exceptionnelle. 1,95 € par mois à peine, c'est le prix d'un petit croissant. 84% de réduction pour vous et 4 mois gratuits offerts en plus. Donc c'est un deal absolument super. Merci à CyberGhost. Maintenant que nous avons remercié le sponsor de la vidéo, nous laissons enfin la parole à Claude. Salut Claude, comment vas-tu? Salut Yann, écoute, je vais très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que tu vas conduire avec maestria, comme à ton habitude. Et dans cette vidéo, on va répondre un petit peu aux questions qui ont été posées suite à la dernière vidéo que nous avons postée concernant l'obélisque inachevé d'Assouan, dans laquelle tu as mis en œuvre la démonstration, grâce à cette maquette, de l'extraction, selon ton idée, ta théorie actuelle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Pour ça, évidemment, on va remercier tous les abonnés et tous ceux qui sont passés sur cette vidéo. Et on a sélectionné certaines des questions qui ont été posées les plus fréquemment. Donc si on ne répond pas à votre question, navré, on ne pouvait pas évidemment répondre à toutes les questions, mais on en a sélectionné quelques-unes qui ont été posées par de nombreuses personnes. Donc on va s'atteler un petit peu à tout ça. Alors la première question, elle a été posée par Maître Yoda, qui nous dit que rien n'est à l'échelle et que tout est approximatif. Et je sais que peut-être ça a fait hérisser tes poils. Je ne me suis pas amusé je ne me suis pas lancé dans un boulot aussi long. Si vous avez vu la vidéo de la fabrication de cette maquette, on ne va pas faire une maquette sans respecter les cotes. Ensuite, sur place, eh bien, j'ai pas pu aller partout, ça va de soi. Mais j'ai quand même pris les largeurs des tranchées dans lesquelles on s'est baladé. C'est pas forcément facile parce que ça change un peu Mais finalement, même si je n'ai pas ces changements comment dire, je suis pas vraiment en ligne droite. Là, je suis en ligne droite pour le moulage. Sur place, il y a évidemment des endroits où on change un peu de trucs. Mais ces petits détails ne changent rien à la théorie. On est sur une théorie d'extraction par le sable à l'échelle. Maintenant, si vous voulez avoir tous les petits détails, il me faudrait un drone, il faudrait que je puisse faire des relevés hyper précis. Ça n'a finalement aucun intérêt, à mon humble avis, ça n'a aucun intérêt de dire oui, ben là il y a un petit graton qui sort. Mon matériel n'est pas seulement dans les proportions, mais j'ai tenu compte de la densité du granit. Donc le poids est de 2,70. J'ai à 1% près, je suis à 2,70 avec les pigments et les charges que j'ai rentrées dans mon ciment. Quand on dit 2,70, c'est 2,7 tonnes pour 1 mètre cube de matière. Tonnes pour 1 mètre cube de matière, absolument. Donc tout ça, je l'ai respecté parce que je voulais
avoir les bonnes sensations. Et on ne peut pas raconter de conneries. Si déjà je me lance là-dedans, c'est que je dois être le plus précis possible. Évidemment, si vous me cherchez le petit détail, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire, le petit détail. Et encore une fois, il n'a pas sa place, à mon humble avis. Alors, question de Chris Safe. Comment faisait-il pour casser l'épine dorsale sans casser le monolithe? Parce qu'effectivement, on l'a mentionné, je crois, brièvement dans ton interview, qu'on avait tourné là-bas à Souan. Et on l'avait aussi mentionné dans une vidéo, je crois, pas que je dise de bêtises, dans une vidéo que j'avais faite consacrée à la sélection de la roche, justement, par rapport aux failles naturelles. Oui, très bonne question, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas développé. Je ne l'ai pas développé parce que ce que je voulais surtout développer, c'était l'efficacité du sable pour l'extraction. Merci pour cette question également, parce que finalement la réponse est très simple. C'est beaucoup moins compliqué qu'on pense. Cette arête dorsale, pour les obélisques qui ont été extraits, on s'est rendu compte qu'elle fait une vingtaine de centimètres. Donc sur ce monstre-là, même si elle fait une quarantaine de centimètres, quand on pense que à la base on a 4,20 m, etc., eh bien, à un certain moment, il va falloir d'un seul côté, et de celui-ci, parce que là on ne peut pas le faire, là on est dans la carrière, de ce côté il va falloir introduire un très grand nombre de cales. Alors j'avais fait un calage, je ne sais pas si tu te souviens, mon petit calage avec un tronc d'arbre. Alors la seule contrainte, comment dirais-je, en termes d'illustration par rapport à cette explication, c'est que sur l'obélisque, juste avec l'obélisque inachevé, on ne peut pas comprendre ce que tu vas expliquer. Il faut s'en remettre à plusieurs endroits dans la carrière où ça a complètement été extrait. Et en complément d'information, et ce qui t'avait mis initialement la puce à l'oreille, c'était cet autre bloc, obélisque ou peu importe, qui était également, inachevé, en cours, mais qui présente les creusets et tout ce qui t'a permis de comprendre en couplant ça avec les endroits qui n'avaient plus du tout de roche au-dessus. Absolument. Et j'essaierai d'illustrer au mieux que possible, parce que c'est vrai que quand on ne l'a pas vu de ses propres yeux, c'est un tout petit peu compliqué à conceptualiser. Il est indispensable de tenir compte de tout ce qu'on peut trouver sur ce chantier, de tous les indices qu'on va pouvoir relever. Ils vont servir. Toujours est-il, souvenez-vous, je vous avais montré ce petit bricolage pour que l'obélisque n'aille pas se mettre en butée. Eh bien, c'est ce genre de choses qu'il va falloir faire. S'il faut le faire 100 fois sur la longueur, on le fera 100 fois sur la longueur. Ce qui veut dire, et aussi de l'autre côté, parce que une fois que la cale sera mise de l'autre côté, par exemple, on va le remplir de cale par ici, avec des leviers, ou avec le système de cordage, eh bien, on va pousser, caler, au fur et à mesure qu'on va donner des effets de levier. Il faut rentrer des cales, il faut enfoncer des cales sur toute la longueur. À un moment donné, il y a rupture. C'est-à-dire que cette arête-là, eh bien, à force de forcer d'un côté, elle est obligée de craquer, de casser, sans mettre l'obélisque il risque rien, lui. Sur l'obélisque, oui, alors je vais me faire l'avocat du diable. Sur l'autre obélisque qui est inachevé, enfin l'autre bloc, on sait qu'il n'y a pas de paroi suffisamment proche pour réaliser cette cale et le faire basculer d'un côté et de l'autre. D'après l'interprétation d'un grand spécialiste de la pierre, les Égyptiens, je répète ce qu'il a dit et je le remercie, il m'a dit les Égyptiens n'ont jamais rien sorti par le haut. Il a certainement raison pour les petits obélisques ou pour les petits monolithes. On ne va pas faire tout ce travail pour un bloc de 100 tonnes. On va peut-être, ou certainement, dégager la pierre à côté. C'est-à-dire, on va récupérer, on a besoin de toute façon de blocs de pierre, on va donc tailler sur un côté, ceci pour pouvoir le sortir horizontalement. C'est absolument exact. Le seul point où je ne peux pas être d'accord, c'est justement pour ce monstre-là. On ne va pas démonter la moitié de la montagne, parce que ici,
au socle de l'obélisque, on a plus de 5,50 m de profondeur dû au retour qu'il faut faire pour creuser en dessous. Ce qui voudrait dire que devant, et tout ça dans une inclinaison probablement de 14 à 15 degrés, il faut que je le vérifie encore, parce qu'on a une inclinaison beaucoup plus importante, on ne va pas dégager toute cette montagne sur 42 mètres de long. Ça me semble complètement insensé. Complètement insensé. Donc la technique d'extraction, oui, pour les gros monolithes, pas forcément pour tous les blocs. Ça va de soi. Il devait y avoir plusieurs procédés. Mais pour ce monstre-là, dans cette belle cuvette, ça s'y prête bien. Et puis alors, pourquoi y a-t-il ces puits? Il faut aussi... Comment est-ce qu'ils auraient, excuse-moi de te couper, comment est-ce qu'ils auraient poussé l'obélisque pour le faire vaciller d'un côté et de l'autre? Ben, on peut toujours imaginer qu'il l'aurait roulé avec des cordages et qu'il l'aurait déplacé sans le sable. De toute façon, ils ne peuvent pas le faire. À un moment donné, il faut caler en dessous. Il faut le glisser. C'est impensable. On ne peut pas glisser un monstre pareil. Donc, à la rigueur, on va pouvoir le rouler. Ou imaginer, enfin, soit le rouler et puis le reposer sur la face d'à côté. Je me sens pas à l'aise dans ce raisonnement pour mon travail sur l'obélisque inachevé. Hein. Je n'exclus pas, effectivement, qu'il y ait d'autres procédés d'extraction pour des plus petits blocs, parce qu'ils en ont sorti des milliers, hein, c'est clair. Là, je reste sur ma théorie pour plein de choses qu'il faudrait peut-être que je vous explique, mais ça va être long. En tous les cas, on ne va pas démonter la moitié de la montagne pour atteindre ici 5,50 m de profondeur, parce qu'il faut bien que la base soit dégagée pour le sortir horizontalement. Pour cet élément-là, je défends davantage cette technique-là. Tu parlais des troncs d'arbres. Oui, merci de me le rappeler. Pourquoi aurait-il fait des puits qui n'ont rien à voir avec des sondages de failles? Ces puits, attendez, je ne les ai pas inventés, ces puits. Ils se prêtent parfaitement bien à toutes ces opérations. Pourquoi sont-ils là à moins de 2 mètres et là à moins de 4 mètres? À la louche, je n'ai pas pu m'en approcher, je l'ai vu par le haut. C'est ce que je disais, dans une interprétation, il y a une multitude de compléments d'informations qu'on va chercher par ailleurs. Et ensuite, il faut que ça s'imbrique. Pour le moment, je reste convaincu que ce monstre-là, il l'aurait sorti par le haut. De plus, n'oublie pas le silo qu'on a trouvé. L'interprétation des silos. On s'est dit que c'était une coïncidence heureuse. Coïncidence heureuse. J'aime bien ton terme, tu as raison. Toujours est-il que quand on voit des tailles avec des arrondis qui n'ont aucune raison d'être dans une exploitation de carrière, c'est que cet endroit-là était destiné à autre chose que de l'extraction de pierre. Et concernant l'arête, on en avait discuté un petit peu il y a quelques jours ensemble. En fait, le truc, c'est que l'arête, elle n'est pas invisible. C'est du granit, et forcément, elle a un poids. C'est vrai que quand on parle des 42 mètres de long et 1168 tonnes, en fait, c'est toujours sur une forme géométrique, comment dirais-je, parfaite, comme cette reproduction que tu as faite. Alors, évidemment, la chose la plus simple, on l'a encore vérifié à l'instant, c'est de peser l'obélisque. C'est le même matériau, hein, donc on est exactement dans le même poids, dans la même densité. Ça, c'est mon prototype en bois. L'obélisque terminé pèse 3,805 kg, d'après mon petit appareil. Hein, c'est une tare, mais on s'en fout. Si la tare n'est pas bonne, on a toujours c'est la proportionnalité. On a la proportion. Et l'obélisque, avec son arête, et là ça devient tout à fait spectaculaire, et personne n'en a jamais parlé, avec son arête, on est à 4195 grammes. Eh bien, le delta, 380 grammes, on est à peu près à 100 tonnes à la louche. Il faut que je vois ça encore de plus près. Donc c'est près de 10% du poids total. On est à près de 10% de matière à retirer par après. Donc l'obélisque qui a été évalué à 1168 tonnes, il faut en ajouter 100. Parce qu'au moment de sortir, il sera plus lourd parce que tout ça, il va falloir le retirer.
Ce n'est pas que l'arête, c'est un plan incliné. Parce qu'avec les pieds, on ne peut pas être parallèle en dessous. Eh bien, c'est une histoire d'une centaine de tonnes. Je testerai ça encore différemment, mais c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors toutes ces choses-là, je regrette un peu parce que je me suis jeté à l'eau, on lance plein de théories, et puis en face, eh bien, je n'ai malheureusement, ce serait bien qu'un égyptologue un jour s'intéresse au sujet et puis qu'on fasse et puis qu'ils viennent avec ces théories, ils ont peut-être fait quelque chose. Enfin, ça se saurait. C'est vrai qu'il y a aussi Paradoxe dans les commentaires qui nous a dit « Tant que ce n'est pas à taille réelle, cela n'est qu'une théorie. » Mais bon, connaissant l'Égypte, comment ça se passe, etc. Et là, je ne dis pas ça du tout de manière provocatrice ni rien. C'est surtout par rapport au gigantisme de tout ce qui est en Égypte. Je pense que jamais on ne pourra rien faire à l'échelle. Donc de toute façon, il faut se lancer tôt ou tard. Non. Non, et puis de toute façon, pour cet objet-là, il est pour l'éternité dans son lit. On oublie, on a simulé la suite possible. Mais ce serait sympa qu'on puisse un jour, dans cette carrière, pourquoi pas, faire une simulation sur des blocs un peu plus grands qu'une maquette, quoi. Alors ensuite, on a une question de Jean-Christophe Guédon, que je salue d'ailleurs chaleureusement parce que c'est une personne qui a participé à un voyage en Égypte au mois de novembre 2018, qui nous dit « Il a beaucoup aimé la démonstration, il dit « Parfaite démonstration, juste une question, pourquoi l'obélisque est taillé dans la colline et non pas à l'horizontale ?» Et il parle également de l'angle de 10 degrés d'inclinaison de l'obélisque. D'accord. De toute façon, là, c'est un ensemble. Pourquoi ils ne l'ont pas taillé? En fait, je me suis trompé dans la vidéo. C'est pas 10 degrés. Après vérification, ce serait 11 degrés. Je n'ai pas la possibilité d'aller vérifier ce qui est écrit et ce qu'on peut trouver sur certains documents. Donc, je pense, d'après les informations, le dessus de l'obélisque, une fois couché dans son lit, le dessus de l'obélisque, ben, on va le remettre en place. L'obélisque, une fois qu'il est sur son socle, c'est un peu faussé parce que je suis en train de faire des tests avec le sable, mais quand il est encore, au moment de le détacher, de casser l'arête dorsale, ce plan incliné serait à 11 degrés. À ce détail près que la flèche ne peut pas l'être. Non. Ça, franchement, je ne sais pas ce qu'elle a comme inclinaison. Il faudrait aller sur place avec un appareil. Tu connais les difficultés qu'on a pour accéder à ces endroits-là. C'est vraiment une galère. Donc, je me fie aux documents sérieux. Monsieur Engelbart, à l'époque, a marqué 11 degrés. Il a dû faire ça avec beaucoup de rigueur. Donc, 11 degrés en surface. Mais ce dont on n'a jamais parlé, et Monsieur Engelbart n'y a pas pensé non plus, c'est que, étant donné que la base à 4,20 m, plus à peu près 1,50 m de creusement sous l'obélisque sur toute la longueur, dans le fond du sarcophage, on n'a pas 11 degrés, on doit avoisiner les 14-15 degrés. Donc on a une pente encore beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Ceci pour retenir le poids du glissement au moment de l'extraction. Il y a énormément de choses que je n'ai bien sûr pas évoquées lors de cette expérience. Il m'aurait aussi fallu 5 personnes pour mettre beaucoup plus de cordage. J'ai fait ça avec mes moyens pour avoir déjà une idée d'approche. Les questions sont fort intéressantes parce qu'elles permettent maintenant, s'il le faut, d'améliorer et d'essayer de répondre le mieux possible. Donc, 11 degrés, pourquoi on est à 11 degrés? Je suis dans l'hypothèse, je suppose qu'ils ont cherché un endroit où le granit était le plus parfait possible. La veine, à cet endroit-là, est en plan incliné. Probablement qu'il y avait par ici des gravats ou des pierres fissurées qu'il a d'abord fallu retirer pour tomber sur une roche saine. Eh ben, ils sont tombés sur une roche saine, mais avec une inclinaison de 11 degrés. Ils l'ont pris en compte et ça. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils l'ont pris en compte et ils ont trouvé les solutions. Parce que le but était de le sortir. Je pense qu'il l'aurait sorti de la manière que je propose, mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Alors évidemment, les quelques vestiges d'arêtes dorsales qu'on a pu voir, qui existent encore, sont en grande partie à l'horizontale. Mais enfin, c'est quand même
des blocs qui font entre 15 et 20 et 22, 23 mètres de long. On n'est pas sur 42. Trouver un endroit de 42 mètres avec une pierre parfaitement saine, ils ont donc dû faire certaines prouesses avant de choisir l'endroit. Interprétation, mais je pense que c'est tout à fait cohérent. Ensuite, on a une question de Constantin qui nous dit que ta démonstration semble très convaincante, mais il te demande si tu as calculé les forces nécessaires et la solidité des cordes de chanvre. Et ça me fait plaisir qu'il pose cette question, parce que je sais que tu as commencé à bosser là-dessus avant que la question ne soit posée. Preuve en est, tout le bazar dans une des pièces de ton atelier. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un intérêt et une participation, ce que j'ai dit dans la première vidéo lors de l'usinage avec le patin. C'est tout à fait sympa d'avoir des questions. Elles sont toutes d'ailleurs très intéressantes. Je ne suis pas encore en mesure de répondre totalement à cette question-là. Je suis en pleine phase de test, de renseignement. J'ai appelé des entreprises qui fabriquent encore des cordes pour avoir une notion de poids, pour avoir une notion de résistance. J'ai eu quand même un certain nombre d'informations qui m'ont été données parce que le chanvre a des qualités mécaniques tout à fait exceptionnelles. Il s'étire très peu. D'après ce que j'ai compris, mais il faut que je le vérifie encore une fois, d'après ce que j'ai compris, le chanvre ne va s'étirer que de 1% par 10 mètres. Une résistance fabuleuse. Ce qui se passe après, je n'ai pas encore la réponse. Est-ce qu'il y a rupture après? Je n'en sais rien. Pas forcément. Ensuite, eh bien, on a aujourd'hui une idée assez précise sur la traction qu'on peut exercer sur cette corde de mémoire. Mais encore une fois, tu me prends un peu au court avec cette question. Je suis en plein travail, je rectifierai s'il le faut. Mais je crois qu'on peut dire à la louche qu'avec une corde de 10 cm, on va tirer 50 tonnes. Avec 10 cm ou 10 mètres 10 cm de diamètre, 10 cm de diamètre, on va pouvoir tirer 50 tonnes. Avec un étirement de 1%. Ridiculement bas. Je ne pourrai bien sûr jamais le vérifier. Il faut que je me fie aux professionnels qui sont des fabricants de cordes. Alors si vous avez des idées à apporter à cette question, ça ne pourra que nous rapprocher le plus possible de la réalité. Donc j'ai ce genre d'éléments. Alors à partir de là, on va, s'il me faut 300 tonnes pour bouger l'obélisque de gauche à droite, eh ben vous aurez vite fait le calcul. Il va nous falloir un certain nombre de cordes. On va se retrouver avec un paquet de cordes conséquent. Mais ce n'est pas un problème en soi. Alors évidemment, au moment de la conception de cette corde, il est indispensable que les fabricants, à l'époque, s'arrangent pour avoir des sorties, je dis n'importe quoi, tous les mètres. Il faut avoir une sortie de corde de 3 cm maximum pour avoir une bonne prise de main. On peut en avoir une centaine sur une corde comme ça. Et s'il faut mettre 10 rangées de grosses cordes de 10 cm, eh ben on aura autant de ramifications, parce qu'il faut bien que ces milliers de personnes aient une prise et qu'ils puissent se mettre l'un derrière l'autre, etc. Donc, évidemment, cette grosse corde doit avoir des sorties de plus petites cordes. Ça ne pose aucun problème au moment de la fabrication. Et ça ne joue pas sur la résistance et sur la force appliquée, sur le tirage? Pourquoi ça aurait une réaction? Évidemment, il faut qu'il y ait, mais ça je leur fais confiance, il faut qu'il y ait c'est une véritable organisation, il faut que tout le monde tire en même temps. Et alors je suis allé plus loin dans mon imagination. On ne peut pas tirer et rester en traction pendant 10 minutes, c'est pas possible. Donc on va faire le fameux hoïs, on tire et on va arriver au maximum. Je compte qu'une personne devrait arriver à tirer 80 kg à 100 kg lors d'un effort extrême. Évidemment, le gros cordon à l'arrière, eh ben, il faut peut-être tout un mécanisme. Je peux pas le faire, c'est trop compliqué. Il faudrait que les archéologues se mettent un peu sur ce terrain et qu'ils participent à ce genre de recherche, ce qui n'a jamais été fait. Et c'est très dommage. Parce que à l'extérieur, le cordage, eh ben, il faut peut-être
tourner autour d'un énorme tronc d'arbre pour retenir le travail qui a été fait. On va pas à chaque fois relâcher le bloc parce qu'il faut ajouter du sable, il faut donc retenir tout ça et on recommence dans l'autre sens. C'est un chantier, c'est une organisation colossale. Je l'image bien dans ma tête, mais de là à vous le faire en maquette, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Pour le reste, je ne sais pas pour le moment comment faire. Toujours est-il que je commence à avoir quelques éléments, mais je voudrais les avoir d'une façon un peu plus précise. Je ne pourrais pas non plus les tester, mais enfin, il faut faire confiance aux professionnels quand ils vous disent qu'ils fabriquent des cordes en chanvre et que ça résiste, et ils ont leur machine pour faire les tests de résistance. Et je ne veux surtout pas rentrer dans des techniques modernes avec des grands calculs savants. Je veux rester sur des choses qu'ils maîtrisaient très bien. En somme, ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie descriptive ou la géométrie dans l'espace, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé avec ces méthodes-là. Et ensuite, les essais, les tests sur place, etc. Voilà. Rapidement, un début de réponse, mais je reviendrai sur ce sujet quand j'aurai des éléments précis où je pourrais vous dire, voilà, il faut tant de cordes, toutes ces cordes vont peser tant de tonnes, et on va pouvoir déplacer 200 tonnes ou 150 tonnes avec tant et tant de personnes. Tout ça, je l'ai laissé un peu de côté, mais je vais m'y remettre. Je ne lâche pas le morceau. Les plus observateurs auront remarqué aussi que tu as commencé à installer un petit peu de logistique pour simuler le tirage. Voilà. Sur une maquette, il faut trouver des petites astuces. Et la petite astuce pour essayer de mesurer la résistance de cet obélisque au moment de son léger pivotement, parce qu'il en faut pas beaucoup. À partir de là, il faut re-remplir, on va le repivoter de l'autre côté, et les opérations vont être multiples avant de l'extraire. Mais pour ce faire, j'ai imaginé un moyen simple que je vais ajouter à des calculs par la suite, mais j'ai imaginé un moyen simple qui me donne assez satisfaction, puisque tout le monde connaît ce genre de petit appareil. C'est un pèse-valise électronique. Il est précis au gramme près. Bon, pour le moment, ça me suffit. On pourra figurer. Comment ? À cette échelle, ça convient. C'est bon. C'est largement suffisant. Et ça me permet, bien sûr, il me fallait faire tout un montage pour pouvoir tirer sur mon obélisque. Mais là, je ne suis pas prêt pour te le faire. On le fera une autre fois. Pour pouvoir tirer sur l'obélisque et au moment où il bouge, eh bien, ça me bloque la pression. Il faut refaire ça des dizaines de fois et au fur et à mesure, je vais monter et je vais me faire une échelle pour voir un peu quel est le comportement après le tassement du sable, etc. C'est toute une expérience. Je comprends pas que les égyptologues ne se soient pas plus passionnés. Bon, ils vont peut-être commencer à s'y intéresser maintenant que j'ai mis le pied à l'étrier. Que je leur mets le pied à l'étrier. Enfin voilà, j'avance doucement, prudemment. J'essaye de dire le moins d'erreurs possible. Pour le moment, les choses sont cohérentes. Les chiffres peuvent varier, donc ça, il faut que je vérifie avec d'autres techniques encore. Mais et puis les questions, c'est très sympa d'avoir des questions qui nous obligent à nous remettre en question, s'il le faut. Et donc, elles aident, elles participent. Je l'avais dit dans ma première vidéo, ce serait bien. Je me souviens, j'avais dit ça. Ce serait bien que les gens participent. Et ben voilà, on y est, on est en plein dedans. Merci à tout le monde. On va essayer de s'en servir et de tenir compte de tous ces éléments que vous nous apportez. Et évidemment, dans cette vidéo aussi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la partie consacrée aux commentaires pour qu'on les sélectionne et qu'on voit comment on peut les articuler avec la suite de tes travaux, essentiellement basés sur les cordes, les forces et la résistance. Et pour ce qui est de la taille de la pierre et de l'extraction ou du façonnage, une fois de plus, on encourage vivement les tailleurs de pierre liés à l'égyptologie ou les égyptologues qui souhaiteraient travailler là-dessus, de contacter Claude avec les liens qui sont disponibles dans la description pour argumenter des contradictions ou pour avancer tous ensemble, tout simplement. On n'est pas là pour tracer son chemin parallèle. C'est une sorte de main tendue par rapport à un travail que tu es aujourd'hui le seul à avoir effectué.
bah, ça va peut-être changer. Espérons. Espérons. Merci beaucoup Claude. Merci Yann, une fois de plus, pour ta grande patience et chaque fois pour le bon moment qu'on passe ensemble autour du sujet. Merci, à bientôt. À grand plaisir. À très bientôt. Salut Yann.